Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Romane en parle, le podcast qui place la psychologie au cœur de tous les parcours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut intéresser les parents, les futurs parents ou les jeunes parents, les bébés qui pleurent beaucoup sans que l'on sache forcément pourquoi. Ces pleurs vont mettre à l'épreuve les parents, leur santé mentale, leur patience, le sommeil et peuvent parfois amener avec eux de la culpabilité, de la frustration, de la fatigue, des sentiments pas toujours positifs et agréables. Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, je vais être accompagnée de Katia Godino, qui est infirmière en pratique avancée en pédiatrie et qui est aussi auteure d'un livre à ce sujet sur les bébés irritables, c'est ça? Enfin, les bébés qui pleurent beaucoup. Oui, c'est ça, mais le livre, bon, il est qu'en portugais. Et puis, à ce moment-là, j'abordais pas encore trop la question du bébé irritable. C'est juste un peu effleuré, mais Ok. c'est pas le sujet principal du livre. Ok, Mais, en tout cas, bienvenue dans ce podcast. merci beaucoup. Et puis, Katia, vous accompagnez, vous, dans votre pratique donc d'infirmière en pratique avancée, des parents, des enfants aussi dans leurs premières années de vie. Qu'est-ce que c'est un enfant qui pleure beaucoup, un bébé qui pleure beaucoup? Alors, si on prend la littérature, un enfant, donc les pleurs excessifs du nourrisson sont décrites comme donc. Avant, on avait ce qu'on appelle la règle de 3 de Wessel, c'est un bébé qui pleure plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, pendant au moins 3 semaines. Donc, Après, les 3-3. 3-3-3, Ouais. voilà. Après, on l'a un peu simplifié pour pas que les parents doivent tenir un journal pendant 3 semaines. Et voilà, actuellement, 1 semaine, c'est acceptable. Et puis, le concept a aussi évolué. Donc, aujourd'hui, on a plutôt les critères, ce qu'on appelle le ROM4. C'est un bébé de moins de 5 mois qui présente des épisodes prolongés et récurrents de pleurs sans raison apparente, qui est, a priori, un bébé en bonne santé. Donc, ça définit ce concept de pleurs excessifs du nourrisson. Ouais, et à partir de quand ça devient excessif pour un parent? Comment on reconnaît parce que là, il y a la règle des 3-3-3. Oui. Mais si on revient à 1 semaine, comment on sait que notre bébé a des pleurs excessifs? En fait, c'est vraiment un bébé qu'on a l'impression qu'il pleure la plupart du temps. Un bébé qui est toujours assez irritable dès qu'on le manipule, les bébés ils savent pas trop, les parents pardon, ils savent pas trop quoi faire pour apaiser ce bébé. Et puis moi j'ai envie de vous dire, du moment où les parents ils sentent que c'est que c'est trop pour eux. Ouais. Même si pour les professionnels de santé on parle des 3-3-3, mais du moment où pour le parent ça en est trop, il faut qu'il en parle avec quelqu'un. Ok, donc un bébé par exemple qui décharge le soir pendant 2 heures non-stop, qui pleure, ça peut être considéré comme normal, comme des pleurs Oui. normaux. Par contre, si c'est constant dans la journée, c'est là que ça peut commencer à être pris en charge ou en tout cas Oui. notifié comme des bébés irritables. Irritable, C'est oui, ça. exactement. Après, même, j'ai envie de vous dire, même pour les pleurs du soir, donc les pleurs de décharge, même là, parfois, j'ai des parents que j'accompagne, surtout pendant les premiers 3 mois de vie du bébé. C'est là où les pleurs du soir, elles sont un peu plus présentes. Intense, ouais. Voilà. Et puis même là, j'ai des parents que j'accompagne pour vraiment essayer d'apaiser les soirées, pour que ça se passe un peu mieux. Il y a des techniques quand même qui existent, même pour les bébés qui sont pas des bébés. Donc le terme, vous m'aviez dit scientifique, c'est irritable, Oui. mais vous préférez parler de bébé intense. Voilà, Alors dans le exactement. podcast, on va parler de bébé Exactement. intense. C'est juste que je trouve que le mot, voilà, le terme bébé irritable, c'est assez péjoratif. Tandis que voilà, bébé intense, en fait, ça nous montre vraiment, c'est un bébé qui vit le monde avec une intensité un peu Oui. différente. Et puis irritable, ça pose presque un peu une étiquette aussi au bébé. Oui. Mais donc ces bébés intenses, ce sont des bébés qui pleurent beaucoup, sans que l'on sache toujours pourquoi. Mais est-ce qu'on a quand même dans la littérature des causes identifiées? Oui, alors il y a des hypothèses qui ont été émises au long du temps, donc il y a plusieurs études qui ont été faites, et puis on parle peut-être aussi d'une immaturité intestinale, donc d'une immaturité, des problèmes, des troubles digestifs, gastro-intestinaux, qui peuvent expliquer un peu ces pleurs. Il peut y avoir vraiment des causes aussi plus somatiques, donc on peut avoir un bébé qui a un reflux gastro-œsophagien et puis qui pleure beaucoup de ce fait. Après, donc cette immaturité de l'intestin, on peut avoir par exemple une allergie aux protéines du lait de vache. C'est des bébés aussi qui pleurent beaucoup sans qu'au début on le sache pourquoi. Après, avec un peu plus d'investigation, voilà, on arrive à la cause. C'est pour ça que les parents qui arrivent vers moi,
il faut qu'on soit sûr qu'il y a eu déjà le médecin qui a vu le bébé, qui a écarté toutes les causes somatiques, un peu les premières possibles, et que ce soit vraiment un bébé qui est a priori en bonne santé, qui pleure beaucoup. Après, les causes liées à ces bébés entre guillemets en bonne santé qui pleurent beaucoup, c'est donc voilà cette immaturité digestive. Il y a aussi une question de la microbiote. Donc tous les bébés n'ont pas la même microbiote. Et puis on en parle de ça de plus en plus. Moi, j'ai assisté à un congrès il y a quelques années où un des médecins il disait même que les parents devraient amener à la maternité leur linge de bain pour envelopper le bébé dès la naissance, parce qu'en fait, le bébé, à la naissance, il vient d'un milieu stérile. Donc, sa microbiote intestinale, elle va commencer à se former à partir de la naissance, donc à partir des premiers contacts avec les premiers microbes, entre guillemets. C'est pour ça que le pot à pot, il est tellement important, parce que c'est là où le bébé aura contact avec cette microbiote de la maman. Okay. Et puis, si on l'enveloppe dans une serviette de l'hôpital... Qui est stérile. Voilà, qui est stérile, mais qui a quand même les microbes, entre guillemets, de cet environnement. C'est pas la microbiote de la maison, de leurs parents. Donc, si les parents, ils amènent leur serviette de la maison, ce sera déjà un premier pas pour que le bébé il puisse développer la microbiote familiale, entre guillemets. Presque une intégration de microbiote. Exactement. J'ai trouvé ce concept vraiment très intéressant lors de cette conférence. Et ça l'est, parce que je n'avais pas du tout connaissance de ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces termes, est-ce que vous pouvez décrire le microbiote pour expliquer que c'est ce qui permet de nourrir, entre guillemets, nos organes, mais peut-être vous l'expliquerez mieux que moi. En fait, c'est vraiment ça. C'est les bons microbes, si on peut les appeler comme ça. On a tous des bactéries au niveau dans notre corps, dans notre intestin. Et puis, c'est ces bactéries qui vont, voilà, comme vous dites, aider notre corps à faire son travail. Et puis, le bébé, l'idéal, c'est qu'il ait cet ensemble de bactéries qui ressemblent le plus possible à ceux de ses parents, à ceux de la maison. Et puis, du coup, c'est pour ça que ce pot à pot, il est tellement important, que ce soit avec la maman ou avec le papa. Parfois, pour des raisons de santé, la maman, elle ne peut pas le faire. Et faisons-le avec le papa. Comme ça, le bébé va commencer à s'imprégner de toutes ces bactéries, ces micro-organismes qui vont l'aider par la suite. Ok. Et donc, une absence un manque de ce microbiote peut être à l'origine aussi de pleurs intense d'un bébé. C'est pas forcément le manque de microbiote, c'est la présence en quantité de certains micro-organismes par rapport à d'autres. Ok. Donc ça, oui, ça peut favoriser un déséquilibre. Ça peut favoriser ce mal-être intestinal que certains bébés peuvent avoir. Ok. Après, je voulais juste une curiosité, quand on parle des coliques du nourrisson, on associe souvent à des douleurs abdominales, et puis pas du tout. En fait, dans la littérature, les coliques du nourrisson sont décrites comme des pleurs, des épisodes de pleurs récurrents et prolongés. Okay. Donc, c'est pas du tout associé à tout ce qui est intestinal. À tout ce qui est intestinal. Par contre, on a pris cette habitude de dire les coliques du nourrisson, c'est que le nourrisson, il a mal au ventre. Et puis, en fait, pas du tout. C'est drôle parce que moi, je croyais ça déjà. Donc, j'étais pas du tout... la plupart du jour. Ouais. Et là, en ce moment, dans mon environnement, il y a beaucoup de jeunes mamans. Et la plupart parlent de coliques comme des douleurs intestinales. Oui. Donc, ça veut dire que même en sortant de maternité... on n'informe pas que les coliques, ce n'est pas du tout des coliques néphrétiques, quoi. C'est pas des coliques liées à l'intestin, mais c'est des pleurs du bébé qui sont intenses. Oui. Okay. Typiquement, les pleurs de décharge, le soir, c'est souvent associé à des coliques comme en étant le bébé il a mal au ventre le soir. Ok. Et puis pas forcément en tout cas. On apprend beaucoup de choses déjà. Après, par rapport à, on parlait des causes de ces pleurs, on a aussi des bébés qui ont au niveau du système nerveux central un peu quelques différences par rapport à ses pères. Donc typiquement au niveau, je vais pas parler de tous les termes techniques parce que je pense que ça intéresse pas beaucoup les parents. C'est surtout, je suis pas sûre que tout le monde comprend. Oui, et puis je pense pas que ça leur apporte grand chose de savoir les noms techniques. Oui. Mais si on parle au niveau du système nerveux central, ce qu'on appelle axe HPA. Donc, c'est ce qui va, en tout cas, gérer et réguler la réponse au stress. Donc, c'est des bébés qui ont une différence apparemment par rapport à ses pères. Donc, ils ont des niveaux de cortisol qui sont un peu plus élevés. Donc, ça a un impact au niveau du sommeil. C'est des bébés qui dorment moins en termes d'heures. C'est des bébés qui ont des réveils qui sont plus récurrents.
Ça, après, ça a comme conséquence aussi une augmentation de cette irritabilité. Après, c'est aussi des bébés qui semblent avoir un niveau de sérotonine qui est un peu plus élevé. Et cette sérotonine qui est plus élevée, elle va provoquer des mouvements intestinaux plus importants et des contractions. Donc ça peut expliquer aussi les douleurs que certains bébés peuvent avoir au niveau du ventre, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui disent non, mais en fait, il se tortille, on voit vraiment qu'il a mal. Donc ça peut aussi être expliqué par cette question hormonale. Et ce dérèglement hormonal, il viendrait de quoi? Juste une immaturité, a priori, de son bébé. système nerveux central. C'est pas en lien avec l'environnement, une hyperstimulation? Non, pas forcément. Après, au niveau du système nerveux, on a deux choses. Donc, on a ça déjà. Et puis, on a l'hypersensibilité sensorielle, l'intégration sensorielle. C'est-à-dire la façon dont le bébé, il traite toutes les informations sensorielles qu'il reçoit de son environnement. Et c'est là où, vraiment, on peut avoir une action qui est assez importante. Et c'est surtout ça que je travaille avec les parents. Donc, travailler tout cet environnement autour du bébé pour pouvoir l'apaiser aussi, parce que c'est des enfants qui, selon certaines études aussi qui ont été faites, dont un qui date, je crois, de 2020, qui a été fait à Genève, qui montre qu'effectivement, c'est des bébés qui semblent avoir une hypersensibilité sensorielle. Donc, qui reçoivent les stimulations avec plus d'intensité. D'où aussi le terme bébé intense. Donc, ils reçoivent tout avec plus d'intensité que la plupart des bébés. Okay. Et du coup, non seulement ils sont plus sensibles, mais ils sont aussi plus réactifs. Et puis forcément, ils doivent ensuite traiter ces informations, toutes ces informations. Exactement. Et puis, ils ont une tendance à répondre aussi de façon exagérée. Et du coup, c'est souvent des bébés qui, à la moindre manipulation, par exemple, pour le déshabiller, pour l'habiller, c'est catastrophique. Un tour en voiture, que pour la plupart des bébés, c'est ce que les parents font souvent pour essayer de les endormir. Pour ces bébés, c'est pas possible. Ils n'aiment pas du tout la voiture. Donc, des choses banales de la vie de tous les jours deviennent un vrai défi avec ces bébés. Ok. Ces bébés qui pleurent beaucoup, on l'a vu, ce sont des bébés qui sont intenses, qui n'ont pas toujours de causes. Alors, il y en a dans la littérature des causes qui expliquent ces pleurs, mais pour les parents, ça peut amener un vrai sentiment d'impuissance. On sait que 10 à 20% des femmes, des mères, peuvent développer une dépression postpartum, et 10% des pères peuvent aussi souffrir de cette dépression postpartum. Et aujourd'hui, dans la littérature, on voit que ces pleurs intenses, on va les appeler comme ça, que ces bébés qui pleurent beaucoup sans qu'on ait forcément de raison évidente quand on est parent, augmentent le risque de dépression postpartum de la mère, mais aussi du coparent, du père. On parle en psychologie de cercle vicieux des pleurs de l'enfant. Et au cabinet, je l'observe beaucoup, des parents qui viennent dans un état d'épuisement, un peu impuissant face aux pleurs du bébé. On sait que la phase initiale du cercle vicieux, ce sont les pleurs du bébé, qui vont forcément agir et faire réagir le corps du parent. C'est-à-dire qu'un parent qui est face à un bébé qui pleure et qui n'arrive pas à le calmer, va avoir une réaction physiologique avec une augmentation du taux de cortisol, une contraction au niveau musculaire, une augmentation, une accélération du rythme cardiaque et un sentiment d'urgence, d'alerte permanente. Sur du court terme, je pense que vous pouvez le savoir aussi, ça peut être adaptatif et normal d'avoir cette réaction puisque ça nous permet d'agir rapidement et de satisfaire rapidement aux besoins du bébé et de l'enfant. Mais sur du long terme, ça va mettre le parent dans un état d'hypervigilance et d'hypersensibilité au bébé. C'est-à-dire que chaque petit bruit, chaque petit geste du bébé va être interprété comme une alarme, une urgence à traiter, et le parent va essayer de s'adapter, d'agir rapidement pour limiter les pleurs du bébé. Sauf que le bébé va ressentir cette agitation du parent. Vous le disiez, le pot à pot pour le microbiote, mais il y a aussi le fait de poser le bébé sur soi pour qu'il puisse se co-réguler, se réguler avec le parent. Mais un parent qui est stressé, qui est en état d'hypervigilance, c'est un parent qui a un rythme cardiaque qui est plus élevé, qui est plus important. C'est également un parent qui va avoir des gestes plus saccadés, un ton de voix plus rapide, plus brusque, plus franc, plus net. Et donc, l'enfant, il va recevoir ces signaux-là également. Et donc, il va
avoir des difficultés à se calmer puisqu'il va sentir l'état de tension du parent. Et donc, on entre dans ce cercle vicieux où le bébé va renforcer ses pleurs, en tout cas va moins bien se calmer, et le parent va être encore plus dans cet état de stress qui va donc le mettre en état d'hypervigilance. Oui. Parfois, on parle même de miroir émotionnel. Oui, exactement. Les neurones miroirs donc, aussi, plus tard. Voilà, le bébé. Et puis, c'est pour ça que parfois, j'ai des mamans qui me disent « Mais je comprends pas, avec moi, il fait que de pleurer. Et puis, dès que papa arrive à la maison, il le prend dans ses bras et puis il se calme. » Bien sûr. Puis, en fait, c'est ça. C'est que le papa, il n'a pas passé toute la journée avec un bébé qui pleure. Donc, forcément, il a une disponibilité émotionnelle qui est déjà différente de celle de la maman. Exactement. Donc, c'est pour ça. C'est pas que le bébé... Et puis moi, j'ai vécu ça personnellement avec un de mes enfants. Et à un moment donné, je disais à une copine, je me souviens, je disais, mais je crois que mon bébé, il ne m'aime pas. Ouais, vous doutiez du lien. Parce que c'était tellement difficile de le calmer. Et puis c'était ça, parfois, quand mon mari arrivait à la maison et qu'il le prenait, il se calmait. Donc moi, à un moment donné, j'ai vraiment eu cette sensation, peut-être que mon bébé, finalement, il ne m'aime pas. Oui. Mais en fait, c'est exactement ce que vous parliez. Et au niveau neurobiologique, ça s'explique. On voit chez les parents qui sont dans ces états d'épuisement, de questionnement, et qui n'arrivent pas justement à faire face au bébé des pleurs parce que ça dure sur du trop long terme. On observe une hyperactivation de l'amygdale qui gère justement la peur et l'alerte. Et à l'inverse, un cortex préfrontal qui est, on va dire, le ministre du contrôle, qui fonctionne moins bien, donc qui s'hypoactive. Et donc, la régulation des émotions du parent est altérée. Et comme vous le disiez, le papa, lui, il arrive, il n'a pas tout ça, il a pas eu ses problèmes. Voilà. Donc, ou le coparent qui a travaillé toute la journée, et arrive, et puis est super calme, gère bien ses émotions, voit le bébé qui pleure, mais gère plutôt tranquille. Et donc, il va avoir cette corrégulation va entrer en jeu avec le bébé, et le bébé va pouvoir se calmer, effectivement. Comment vous accompagnez, vous, les parents qui viennent avec on va dire, ce bagage de pleurs du bébé qu'ils n'arrivent pas à gérer et qui peuvent être épuisés? Quels sont les outils que vous leur donnez à ces parents? Alors déjà, je pense que le fait que moi-même j'ai passé par là, ça m'aide vraiment à mieux comprendre les parents. Donc voilà, quand je suis tombée de mon 5e enfant, je me suis dit, bon, 5e, la parentalité, ça n'a plus de secret pour moi. Et bam, non, justement, tiens là, quelque chose qui est différent. Petite surprise avec le 5e. Voilà, exactement, avec un peu, voilà, le petit plus que j'avais 4 autres enfants à gérer, donc c'était vraiment compliqué. Donc je sais à quel point ça peut être épuisant, à quel point on peut se sentir démuni et même désespéré d'avoir un bébé qui pleure, et à quel point ses parents, ils se remettent en question. Parce que voilà, comme je vous disais, j'avais l'impression que j'étais une mauvaise mère, je ne pouvais pas calmer mon enfant, même j'avais l'impression parfois que mon enfant ne m'aimait pas. Le lien est vraiment mis à l'épreuve dans ces moments-là. Exactement, le lien, il est mis à l'épreuve. Donc moi, la première chose que je fais, c'est vraiment de discuter avec les parents, de les rassurer. Ce n'est pas leur faute. Peu importe ce qu'on leur a dit, parce que j'ai souvent des mamans qui disent « Ouais, on me dit que c'est de ma faute parce que je l'ai beaucoup porté, on me dit que c'est de ma faute parce que... Je l'ai pas assez porté. J'ai pas assez porté, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. » Et puis, moi, une chose que j'aime dire aux parents, c'est peu importe ce que vous faites, du moment où ça résonne en vous. Moi, par exemple, les stratégies que je donne aux parents, moi, je suis une pro-allaitement, pro-coup-dodo, pro-portage, mais ça sert à rien que je dise à une maman qu'il faut porter le bébé toute la journée si ça ne résonne pas en elle, si ce n'est pas en accord avec ses valeurs. Ça ne va rien apporter à cette famille. Donc, c'est là aussi où il faut, parfois on voit des techniques déjà toutes faites, des formules adaptables à tous les parents, toutes les familles. Et puis non, ce n'est pas comme ça, parce qu'il faut vraiment que ce qu'on propose puisse être en accord avec les valeurs des parents. Et puis déjà de là, donc de rassurer les parents que ce n'est pas de leur faute, que quoi qu'il en soit, de les déculpabiliser et puis de leur dire, vous savez, quoi qu'il en soit, quoi que vous faites, pour quelqu'un, vous aurez tort. Donc faites ce qui est en accord avec vous-même, parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ce qui résonne pour eux. Et puis voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment le premier pas. C'est déjà Et puis j'ai plusieurs parents qui ont sorti déjà du premier rendez-vous, puis qui m'ont écrit la semaine d'après en me disant « Mais franchement, depuis ce rendez-vous, ça va déjà mieux. » Et puis en fait, c'est justement parce qu'on a réussi à descendre un peu cette hypervigilance du parent.
Bah déjà, je pense par l'explication, comme vous le disiez, de qu'est-ce qu'un bébé intense. Pourquoi est-ce qu'il peut être intense? Qu'est-ce qu'un pleur? Qu'est-ce qu'une colique? Déjà, de donner de l'information aux parents, j'imagine que ça les aide aussi à se Oui, déculpabiliser. oui, oui. Peut-être que de prendre conscience aussi de cet état d'hypervigilance, cet état d'alerte constant, ça leur permet aussi de se rendre compte que, ben oui, quand le bébé commence à pleurer, tout de suite, il y a du stress qui se crée, donc forcément, ça renforce les pleurs du bébé. Ben, en fait, juste accepter les Oui, pleurs, leur laisser un peu plus de oui, place, je pense que ça exactement. les aide aussi à se dire, bon, bah oui, en fait, c'est pas de ma faute, mais je vais relâcher un peu cet état d'hypervigilance. Oui, Mon bébé qui pleure, ça veut pas dire que ça va pas bien, ça veut pas dire toujours qu'il y a un problème ou que je fais mal, mais il peut y avoir d'autres explications. exactement. Et C'est un bébé souvent qui a un mode de fonctionner qui est juste différent des autres. Et puis, c'est exactement ce que vous disiez, c'est juste le fait de dire ça aux parents. En fait, moi, je dis que je les aide un peu à voir le monde avec les lunettes de leur enfant, en fait. oui, Voilà. Et puis, rien que ça aide déjà. Et puis, même parfois, il y a certains moments où, malgré les stratégies mises en place, bah, le bébé, il continue de pleurer. Mais c'est juste aider les parents à gérer ça aussi. Moi, je me souviens, par exemple, un enfant où c'était vraiment compliqué. Quand il sortait, après, voilà, le lendemain, c'était vraiment difficile. Et puis, j'ai juste aidé les parents à faire les choix, en fait. À leur dire, vous avez le droit de faire des choix. S'il y a des fois où, malgré tout, vous avez vraiment besoin de voir du monde, de sortie, allez-y, en sachant déjà a priori que le lendemain va être compliqué. Donc, vous vous préparez à ça. Et puis, le lendemain, bah, vous gérez. Vous savez que vous allez devoir porter beaucoup plus votre enfant. Voilà. Par contre, si c'est un moment où vous n'avez pas d'énergie à ça, bah vous dites non, on peut pas, et puis vous restez à la maison avec votre enfant. Mais juste parfois, s'écouter. ça semble tellement simple, mais Mhm. parfois, c'est pas évident quand on est dans la situation. Oui. Donc juste s'écouter, pouvoir avoir le droit aussi de faire des choix. Oui, et puis vous parlez de sortir avec le bébé, mais les pleurs du bébé créent de l'isolement aussi. En tout cas, Oui, les bébés intenses oui, peuvent amener les parents à s'isoler par peur du jugement, oui, beaucoup. parce qu'un bébé qui pleure, ben oui, c'est un bébé qui fait du bruit, et les gens, aujourd'hui, les parents ont quand même de la peine à prendre leur place dans la société avec un bébé qui pleure, j'ai l'impression. J'ai des parents au cabinet qui disent, oui, mais si je sors et que le bébé se met à pleurer, tout le monde va me regarder, ils vont se dire que je suis pas une bonne maman ou pas un bon papa. Enfin, il y a Oui, ces croyances négatives et donc ça peut créer de l'isolement. Les parents restent chez eux par crainte justement que le bébé se mette à pleurer oui, à l'extérieur. Et je pense des phases importantes dans la prise en charge des parents, en tout cas de mon point de vue psychologue ou psychologique, mais c'est aussi de rompre cet isolement. Et comme vous dites, de laisser les parents s'écouter, donc les soirs où c'est vraiment compliqué, où ils sont fatigués, de pouvoir rester à la maison, mais aussi de pouvoir prendre le risque de sortir avec le bébé pour s'entourer, pour se sentir soutenu aussi par l'entourage, ouais, ou parfois aussi peut-être pour déléguer. oui, Quelquefois, juste une heure, déléguer le bébé à la mamie ou au copain. oui. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est des parents qui s'isolent beaucoup, surtout les mamans, parce que voilà, il y a vraiment la peur du jugement. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on supporte mal les émotions des autres, que ce soit des adultes ou des enfants. Hein, on ne peut pas voir un enfant pleurer, un enfant faire une crise, mon Dieu, c'est catastrophique. Mm. Donc ces parents qui sortent avec un bébé qui se met à pleurer et qui sentent sur eux tous les regards, et puis qui après ont tous les commentaires qui vont avec, oui, c'est parce que tu fais pas ci, c'est parce que tu fais ça, c'est parce que c'est ta faute, Tu es tu trop, es trop tu es ci pas ou tu es pas assez. assez. Mm. Voilà. Donc tout ça, ça amène les mamans à se dire, bah finalement, j'ai meilleur temps de rester à la maison, d'essayer de gérer mon bébé qui pleure, et puis au moins, j'ai pas tous les commentaires et tous les regards qui se posent sur moi. Mm. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment et puis de dire aux parents, voilà, si vous sortez, même si votre enfant pleure, c'est pas grave. Oui, et ça veut pas dire que ça fait de vous un mauvais Voilà, parent. exactement, Mm. exactement. Après, bon, j'ai dit, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Mais oui, c'est fatigant. Parfois, c'est désespérant. Mais c'est ça, si on sait pourquoi les choses arrivent, ça nous aide déjà à mieux nous positionner Oui, aussi. à ajuster peut-être aussi notre Oui, posture, nos comportements, oui, et à prendre des décisions peut-être plus oui, conscientes et exactement, moins par évitement, exactement. l'évitement du jugement, évitement des Oui. pleurs, Oui. etc. Après, il y a beaucoup de stratégies voilà, qu'on peut mettre en place vraiment par rapport aux enfants. Donc vraiment au niveau de toutes ces stimulations. Et puis typiquement, ben, on sort, on a un repas de famille, il y a trop de stimulation pour l'enfant. Alors de temps en temps, après ça dépend vraiment du profil de l'enfant,
de temps en temps, essayez de vous isoler dans une autre pièce avec lui pour essayer que ça redescende un peu, essayer de l'apaiser. Voilà, donc trouver vraiment des stratégies qui puissent permettre aussi de contrebalancer un peu ce trop-plein de stimulation chez l'enfant. Oui. Qu'est-ce qui peut aider un enfant à se calmer? Un enfant intense, un bébé intense, qu'est-ce qui peut l'aider à se calmer? Après, ça va dépendre vraiment du profil de l'enfant. Donc moi, je travaille beaucoup sur une base de sensorialité. Donc il y a des enfants que pour se réguler, pour s'organiser, ont besoin de mouvement. Donc là, typiquement, c'est les mamans qui portent, qui vont marcher, faire un peu les sympas avec le bébé pour qu'il se régule. Faire des tours de table. Voilà, exactement. Après, il y a d'autres enfants où c'est plus auditif. Donc il faut que la maman parle, chante doucement et puis ça va aider l'enfant à se réguler. Il y a des enfants où voilà, c'est vraiment la sensibilité, par exemple, à la lumière. Donc on va essayer de se mettre un peu dans la pénombre. Voilà, donc c'est pour ça que moi, le premier rendez-vous que j'ai avec des parents, c'est vraiment pour connaître le mode de fonctionner de l'enfant. Donc, je pose beaucoup de questions pour savoir comment l'enfant réagit dans cette situation, dans laquelle, dans l'autre, pour vraiment pouvoir un peu comprendre son profil et ce qui pourrait l'aider dans sa situation. Après, c'est vraiment, on essaye, on met ça en place, on voit comment ça marche. Si ça ne marche pas, on réessaye une autre stratégie. Mais voilà, ça va vraiment dépendre du profil de l'enfant. Oui, comme beaucoup de choses dans la parentalité, en fait. Oui, c'est ça. Et d'accepter peut-être l'imperfection, d'accepter que quelque chose ne fonctionne pas, sans se remettre en question en tant que parent. Vous le disiez dans l'introduction, mais un enfant intense, c'est un enfant qui va pleurer, qui peut décharger, mais sans forcément qu'il y ait la solution tout de suite maintenant. Et des fois, les parents cherchent justement cette solution, l'unique, la baguette magique qui va faire que l'enfant du jour au lendemain va arrêter de pleurer, va se calmer et peut-être que un des points importants aussi pour les parents qui nous écoutent, c'est de se déculpabiliser, de ne pas avoir la solution miracle du jour au lendemain ou la solution qui apaise le bébé et d'accepter de demander de l'aide quand ça peut s'avérer nécessaire. Oui, tout à fait. Et puis il faut dire que c'est les enfants avec ce profil intense, c'est des enfants où ce qui marche aujourd'hui, on essaie de reproduire demain et ça marche plus. Ok. Donc, c'est pas forcément ça perdure pas dans le temps. Exactement, il faut trouver d'autres stratégies, d'autres choses. C'est des enfants aussi qui ont beaucoup de difficultés avec les changements de routine, par exemple, avec l'adaptation. Ces enfants intenses, c'est souvent des enfants où l'adaptation, par exemple, à la crèche ou à la nounou, c'est compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps que chez les autres enfants, parce qu'ils ont vraiment besoin de cette prévision, que ce soit vraiment prévisible, de connaître l'environnement, la personne, pour pouvoir se sentir en sécurité. Okay. Donc, il faut dire que dans l'étude qu'ils ont fait à Genève en 2020, et puis qu'ils ont donc soumis les enfants à plusieurs stimuli, dans cette situation-là, c'était des stimulations olfactives. Et ils ont vu que pour les enfants qui étaient plus réactifs, donc c'est les bébés qui ont après présenté un temps de pleurs supérieur à 6 semaines, chez ces enfants-là, les régions cérébrales qui s'activaient, ce n'était pas seulement les régions, par exemple, olfactives dans ce cas, c'était aussi la région qui traite la douleur et l'autorégulation. Donc souvent, il y a certaines stimulations qui sont perçues par l'enfant comme en étant agressive et douloureuse. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir ça en tête quand on essaye de travailler avec ses enfants. Et d'apprendre à connaître son bébé aussi, de peut-être pas toujours être dans la résolution de problèmes immédiate, mais de tester, comme vous le disiez, un enfant intense, c'est pas un enfant qui va toujours réagir de la même manière aux mêmes choses, mais c'est pas aussi le même enfant que celui qu'on a eu avant. Vous parliez de vos enfants à vous, et le 5e n'était pas comme les 4 premiers, et peut-être que ça aussi c'est un point qui est important de souligner, que les parents peuvent apprendre à connaître leur enfant, et d'ailleurs tous les jours je pense qu'on apprend à connaître davantage son enfant, mais de se dire bon bah là aujourd'hui j'ai essayé cette petite lumière tamisée, ça n'a pas du tout été utile, donc j'observe que la lumière tamisée n'est pas la solution, et j'accepte de tester d'autres choses le lendemain. Oui, après quand on essaie de mettre une stratégie en place avec les enfants qui ont ce profil, il faut vraiment essayer pendant minimum une semaine. Parce que comme c'est des bébés qui sont très réticents au changement, parfois juste le fait
qu'il y a eu un changement, c'est compliqué. Donc, il faut essayer. Par contre, voilà, si vraiment c'est un truc qui fait l'enfant pleurer 10 fois plus, non, on ne va pas le réessayer. Mais certaines choses, on a vraiment l'avantage de pouvoir essayer pendant plusieurs jours pour voir si vraiment ça a un impact ou pas. Et pour que l'habitude se mette en place. Exactement. On sait parce qu'il faut plusieurs jours aussi. Exactement. Après, on commence peut-être à voir vraiment un changement 4-5 jours après. Donc, il faut aussi être... Voilà, c'est la consistance, c'est la patience. Et comme vous dites, de se dire que c'est pas grave. On réessaye et puis c'est épuisant, mais c'est pas grave en soi. Et là, on parle beaucoup de patience, d'accepter de prendre le temps. Mais c'est normal, des fois, de perdre patience quand on est jeune parent, quand on a peut-être d'autres enfants aussi, hein, quand c'est pas le premier. Parce que là, on parle de jeunes parents, mais ça peut être aussi des parents qui ont déjà eu d'autres enfants, mais avec qui ça s'était passé différemment. La perte de patience, elle est normale. Parce qu'on a tous un réservoir de ressources et au bout d'un moment, se sentir impuissant, ressentir de la culpabilité ou avoir des croyances négatives envers soi-même en tant que parent, ça peut être éprouvant, ça peut être douloureux, mais cette perte de patience, elle peut être dangereuse parce qu'on sait qu'il y a des parents qui peuvent avoir des comportements impulsifs face à des bébés qui pleurent beaucoup, notamment les bébés secoués qui vont être victimes d'un comportement impulsif d'un parent qui a perdu patience. Donc bien sûr, c'est normal qu'on ait un réservoir de ressources qui puisse être épuisé. Les pleurs du bébé épuisent nos ressources en tant que parents, mais aussi épuisent nos ressources sensorielles parce que ça fait beaucoup de bruit. Oui. Un enfant qui pleure très fort, donc quand on a eu une journée avec des pleurs d'un bébé, au bout d'un moment on sature aussi sensoriellement, émotionnellement aussi, parce qu'on a de l'inquiétude, de la peur, parfois de la colère, de la lassitude, on perd notre patience. Et il faut dire que c'est des parents souvent qui ne dorment pas beaucoup, parce que l'enfant il ne dort pas beaucoup. Exactement. Donc ça aussi, ça aide à cette saturation. Ça rend plus vulnérable déjà aux émotions, mais aussi aux sensations, à tout ce qui va être sensoriel, à l'environnement, une plus grande vulnérabilité à tout ça. Qu'est-ce qui peut aider un parent spontanément à gérer ce moment où il sent que c'est le trop-plein, à gérer cette perte de patience? S'il y a le coparent à la maison ou quelqu'un d'autre de la famille, c'est vraiment de passer le relais, de dire je ne peux plus m'en occuper. Donc c'est ton tour, je sors prendre l'air. Et puis même si le papa ou la maman est seul avec l'enfant, que l'enfant il pleure, que le parent sent qu'il arrive à bout de ses forces, posez l'enfant et sortez, allez prendre de l'air. C'est pas grave de poser l'enfant en pleurs pour aller prendre de l'air, pour pas faire du mal à son bébé. C'est pas la même chose que de dire on laisse pleurer l'enfant parce qu'il faut qu'il apprenne, qu'il ne peut pas tout avoir. Il faut qu'il fasse ses poumons. Voilà, c'est pas ça, exactement. C'est pas ça. C'est vraiment, on pose l'enfant, on le laisse pleurer dans un environnement sécure, donc dans son berceau, pas de peluche, pas de couverture, rien du tout. On laisse l'enfant, quand même une prévention au niveau des accidents. Et on sort prendre de l'air, boire de l'eau, boire un café, 5 minutes, souffler. Plutôt ça que de prendre le risque d'être amené à secouer l'enfant parce que c'est très dangereux, ça laisse les séquelles. Souvent, ça amène à la mort de l'enfant. Et puis, si ça n'amène pas à la mort de l'enfant, ça laisse des séquelles très, très lourdes, neurologiques pour l'enfant. Donc, voilà. Et puis, les pleurs des bébés, c'est la première cause des enfants du syndrome du bébé secoué. Du syndrome du bébé secoué. Donc, c'est bien la preuve que ces pleurs peuvent amener à une perte de patience. Oui. Et vous le dites parfaitement, un bébé qui est laissé en sécurité, comme vous l'avez dit, qui est laissé pleurer en sécurité quelques minutes, souffrira beaucoup moins qu'un enfant qui a été secoué par perte de patience du parent. Et le parent aussi, parce que le parent qui doit vivre avec ça aussi, avec le fait qu'il n'a pas réussi à se contrôler, qu'il a fait du mal à son enfant, c'est très très lourd aussi par la suite. Donc n'ayez pas peur de laisser l'enfant tout seul pour juste aller souffler un petit peu, appeler quelqu'un. En France, je ne sais pas si ça existe, mais je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il existe la ligne... pour bébé les parents. Où mon bébé pleure, donc il y a les Allo parents parents peuvent... bébé en France, Allo parents bébé, mais il faudrait que je vérifie, je mettrai les sources peut-être en commentaire, mais il me semble que Allo parents bébé, c'est vraiment une des lignes qu'on peut appeler en 24-24, mais
à vérifier, je remettrai en commentaire les contacts, les ressources qu'on a évoquées dans le podcast, mais je crois que c'est une ligne où les parents peuvent appeler à tout moment quand justement il y a une perte de patience ou en tout cas une situation qui leur paraît incontrôlable. Oui, c'est ça. Puis voilà, soit même appeler une copine, un copain, juste vraiment pour pouvoir souffler, se réguler aussi, avant de pouvoir reprendre son enfant en charge. De demander de l'aide aussi. Et puis pour les parents qui sont isolés, ça peut être aussi d'aller chercher un voisin, une voisine, alors qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais juste dire, écoutez, là, est-ce que juste vous pouvez... tempérer avec moi en fait, juste de pas rester seul face à ça, parce qu'on parlait que les pleurs du bébé sont la première cause du syndrome des bébés secoués. C'est aussi une des causes qui augmente le risque de dépression postpartum, et on sait aussi que la première cause de mortalité des mamans, des mères, et dans la première année de vie du bébé, c'est le suicide. Donc attention, là on parle beaucoup du bébé, mais pour le parent aussi c'est important de se préserver. C'est que un bébé qui pleure sans cesse et qui nous empêche de bien récupérer physiquement par le sommeil, qui nous empêche de nous sentir épanouis, qui peuvent nous empêcher de créer du lien aussi avec le bébé, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais parfois on a l'impression que notre bébé nous aime pas, ou parfois on a l'impression qu'on n'aime pas forcément son bébé parce que il génère aussi de la tension interne. Enfin, c'est compliqué. Puis ce sentiment d'impuissance. J'ai eu des parents qui m'ont dit en fait on appréhende le week-end parce que le week-end la semaine le bébé il est à la crèche ou chez la maman de jour, mais le week-end les parents sont avec leur bébé H24. Donc parfois ils appréhendent déjà ce moment qui devrait normalement être un moment de plaisir, mais ça ne l'est pas parce que quand on est face à un bébé qu'on peut difficilement calmer, on se sent vraiment démuni et puis c'est compliqué de créer ce lien. Donc un des travaux qu'on doit faire, c'est vraiment de recréer ce lien, de recommencer vraiment avec la création du lien, parent-enfant, parent-bébé. Ça peut aussi impacter le couple. Oui, beaucoup. Les bébés qui pleurent, on connaît les baby clash, tout ça, mais un bébé qui pleure, ça peut aussi créer des difficultés de communication, de la perte aussi de patience, de l'irritabilité au sein même du couple, des coparents. Et comment tout ça peut être abordé en séance avec les parents? Donc là, c'est vraiment... déjà, moi, je parle beaucoup des valeurs. Donc les valeurs du papa, de la maman, des mamans, des papas, voilà, de la famille en fait. Parce que parfois, on a aussi des valeurs qui sont différentes. Ou par exemple, imaginons, je dis n'importe quoi, mais une maman, ou pour elle, une valeur qui est très importante, c'est de vraiment pouvoir répondre aux besoins de son enfant, et un papa qui dit non mais dans mon époque on se faisait pas comme ça, donc il faut laisser pleurer le bébé. Donc là déjà on a vraiment un conflit de valeurs qu'il faut vraiment qu'on en discute, et moi je travaille ça beaucoup avec les couples, les valeurs de l'un, les valeurs de l'autre, comment est-ce qu'on peut essayer de les mettre en commun pour vraiment pouvoir apaiser déjà cette relation de couple. Et parfois c'est un manque de communication. Donc l'un n'a pas la vision de l'autre et l'un ne comprend pas pourquoi l'autre il réagit comme ça. Et juste de mettre tout ça à plat, ça aide déjà les couples un peu à rebondir sur certaines choses. Oui. Et puis parfois, dans les situations des bébés intenses, il peut y avoir au sein du couple une forme de perte de confiance aussi, ou de concurrence. C'est quelque chose que j'ai déjà observé. La concurrence de moi j'arrive à le calmer, toi non, ou alors à l'inverse, moi toi t'arrives à le calmer, moi non, donc je me sens inférieure. Enfin, peut-être aussi une... Alors, concurrence, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, un conflit qui peut émerger de ça. Qu'est-ce qui fait que le coparent n'arrive pas à calmer le bébé et moi j'y arrive, ou à l'inverse, un sentiment d'infériorité, une perte d'estime de soi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent avec des bébés intenses. Oui, il y a beaucoup de choses au niveau du couple, en fait, du trio, quoi, de la relation. Et puis, il ne faut pas oublier les frères et sœurs, s'il y en a, parce qu'eux aussi, ils sont très, très impactés par ces bébés qui pleurent. Moi, j'ai mes enfants qui se souviennent encore, qui me disent « Oh, maman, mais tu te souviens comment ils pleuraient? C'était vraiment compliqué, hein ?» Donc, ça impacte aussi beaucoup. C'est moins de temps pour eux aussi. Exactement. Moins de patience, moins de disponibilité. Moi, je dis souvent, j'ai perdu 8 mois de la vie de mes autres enfants. Parce que pendant 8 mois, je ne pouvais pas faire autre chose qu'être la maman du dernier.
C'est vraiment la sensation que j'ai. Et puis pour eux, pour les autres enfants, ça n'a pas été facile non plus. Donc, c'est vraiment toute cette systémique familiale qui va être impactée par un bébé qui pleure beaucoup. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on a encore beaucoup de professionnels de santé qui ne valorisent pas ça. Parce qu'ils disent, le bébé, il va bien, donc tout va bien. Non, le bébé, il va bien, mais tout ne va pas bien parce qu'on a une famille qui est un peu en train de s'effondrer. Oui. Qu'est-ce qui fait que le système de santé aujourd'hui n'est pas suffisamment informatif sur les pleurs du bébé, sur comment les gérer, sur l'impact que ça va avoir sur le couple, sur les parents, sur leur santé mentale? Bon, je pense que vous savez mieux que moi que la santé mentale, elle un peu négligée. Voilà, c'est l'enfant renié de notre système de santé. Oui, hein. oui. Et puis du coup, on focalise beaucoup sur tout ce qui est somatique. Donc, s'il n'y a pas un problème de santé somatique, il n'y a pas de problème normalement. Tout va bien. Tout est censé d'aller bien. Et moi, j'ai accompagné des parents du Portugal, puisque je suis portugaise, donc j'accompagne beaucoup de familles portugaises à distance, et des mamans qui étaient déjà passées par plusieurs professionnels. Il y a des services consultation du bébé irritable, où, en fait, quand on se rend compte que le bébé il est en bonne santé, on commence à mettre la faute sur la maman. Oui. Donc, c'est la maman qui est trop stressée, qui est anxieuse, qui est trop protectrice ou trop donc, présente. Voilà. Donc, on ne va pas essayer de comprendre cet enfant, comment il fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'aider. C'est vraiment cette facilité de dire « Non, mais c'est vous êtes trop stressé, vous n'arrivez pas à gérer », ce qui augmente encore plus toute cette charge que les mamans elles portent déjà, toute cette culpabilité. Et je ne suis pas assez. Oui, j'ai l'impression que les mamans aujourd'hui se sentent de plus en plus coupables. Au cabinet, c'est vraiment quelque chose que j'observe. Beaucoup de mamans, alors jeunes mamans ou des mamans qui ont plusieurs enfants déjà, mais beaucoup de sentiments de ne pas faire assez bien, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être la maman qu'on prône aussi. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique que les mamans aujourd'hui se sentent coupables de... Aujourd'hui, on est confronté à une version parfaite de la parentalité, partout. Il faut tout gérer. Il faut que l'enfant il puisse manger sain, bio, tous les jours frais. Il faut que l'enfant il ait X activités pour son développement. Il faut... En fait, il faut tout plein de choses. Et avec les réseaux sociaux, vraiment, ces mamans elles sont confrontées à la perfection des vies des autres, en fait. Puis souvent, on oublie que ce qu'on voit, c'est un extrait de cette vie. De cette vie-là. Et c'est pas forcément qu'ils ont une vie parfaite, mais c'est vrai que ça augmente vraiment les exigences de ses parents. Et puis, c'est pas juste les auto-exigences, mais vraiment les exigences en termes de société. Oui. On sait que, je sais pas, mais il y a 50, 60 ans en arrière, le but, c'était d'arriver à la fin de la journée avec l'enfant qui était vivant, bien nourri, et puis voilà. Puis aujourd'hui, on sait que ce qui est très très bien, c'est qu'on s'inquiète beaucoup plus du côté émotionnel, développement émotionnel et affectif de l'enfant, ce qui est très très bien. Mais on est arrivé dans un autre extrême où il faut que tout soit parfait en fait. Donc, il faut avoir donné suffisamment de sécurité, mais suffisamment d'autonomie, oui, suffisamment d'affection, mais suffisamment d'espace de liberté. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver l'équilibre. Et puis c'est ça, et puis on fait un petit tour entre guillemets sur les réseaux sociaux, puis on a toutes des choses contradictoires. Oui, c'est vrai. Il faut laisser pleurer bébé, il ne faut pas laisser pleurer bébé. Il faut porter bébé tout le temps, il ne faut pas porter bébé tout le temps. Il faut si, il faut pas si. Donc, à un moment donné, c'est dur de faire le tri. C'est dur déjà de savoir. Donc, c'est pour ça que je dis, écoutez-vous. Faites ce qui résonne en vous et puis ce qui vous semble être le mieux pour vous et pour votre enfant. Et puis là, ça s'adresse aussi un peu aux professionnels de santé, mais vous parliez de ce système qui parfois place la responsabilité sur la mère, mais en psychanalyse, alors ce qui n'est pas du tout mon approche thérapeutique, mais en psychologie, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs écoles théoriques. Les deux majeures, on va dire, ce sont la psychanalyse et les thérapies cognitivo-comportementales. Donc moi, je suis spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale. Mais en psychanalyse, on plaçait presque systématiquement la responsabilité sur la maman, la mère. Si le bébé est comme ci, c'est à cause de la mère. Si le bébé est comme ça, c'est à cause de la mère. Et je pense qu'il y a encore, même si aujourd'hui la santé mentale a beaucoup évolué, grâce au TCC aussi, on se base plus sur les neurosciences, sur des choses plus pragmatiques, plus concrètes. Malgré tout, on peut encore effectivement être confronté à ce type de discours. Donc attention à ce qu'un professionnel peut dire
à un parent, parce que j'ai même eu un papa au cabinet qui est venu après une consultation et qui m'a dit, écoutez, on a amené ma fille chez un professionnel de médecine alternative, donc qui n'est pas diplômé d'État, mais ce jour-là, on lui a reproché au papa que si sa fille dormait pas, c'est parce qu'il avait été trop absent pendant les premières années de sa fille. Papa qui était présent physiquement, alors est-ce qu'il l'était psychiquement, je ne sais pas. En tout cas, lui semble dire que oui. Et en fait, il est venu me consulter parce que culpabilité intense, impression d'être un mauvais père, d'être pas à la hauteur. Et ça a amené aussi du conflit dans le couple, forcément. Parce que, reproche, la maman, ah t'as vu, elle a dit que c'est parce que t'avais pas été assez. En fait, ce genre de discours... c'est contre-productif. Puis, peut-être qu'un parent a pu être absent, mais on peut le travailler différemment qu'en lui faisant porter la responsabilité. Donc déjà, ça ne va rien changer au fait qu'il a effectivement été absent. Oui. De le faire porter cette culpabilité, ça ne va arranger en rien la situation, ni pour lui, ni pour l'enfant, ni pour la famille. Donc voilà, moi je vois... Voilà, j'ai du mal avec ça. Donc, on peut travailler le lien différemment, on peut proposer sans faire porter cette culpabilité aux parents parce que ça sert à rien. Et ça étiquette le problème sur un parent. Ah bon, c'est bon. Du coup, le bébé était difficile, mais parce que le papa a été inadapté. Et là, autant je parle de la psychanalyse que j'ai pas tendance à vraiment à laquelle je vais pas forcément m'inspirer ou adhérer, mais on en a déjà parlé, il y a une phrase de Winnicott que j'aime bien, une référence, une notion, Winnicott, il y a pas tout à jeter de lui qui est du coup à l'origine de beaucoup de concepts sur le développement de l'enfant, le lien mère-enfant, mais il parle souvent de la mère suffisamment bonne et il dit que ça ne sert à rien d'être une mère parfaite ou d'essayer d'être une mère parfaite, mais qu'il faut plutôt essayer d'être une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire qui commet parfois certaines erreurs, mais qui les répare et qui essaie d'être dans l'amélioration constante, d'essayer de faire du mieux qu'elle peut sans essayer d'être parfaite. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le message qu'on devrait tous faire passer en tant que professionnels de santé, que ce soit infirmière en pratique avancée, infirmière puéricultrice en France, que ce soit psychologue, médecin, pédiatre, c'est essayer d'être suffisamment bon, pas d'être parfait. La perfection, déjà, ça n'existe pas. Et c'est dangereux, je pense, de tendre vers la perfection. Exactement. Et puis, je sais pas, moi, je suis aussi formée en burn-out parental. Les parents qui font des burn-out parentales, c'est des parents qui sont très exigeants, très perfectionnistes. Mais oui. Parce que, en fait, on place un niveau d'exigence à un seuil qui n'est pas atteignable, en fait. Donc, les parents s'épuisent à essayer d'atteindre ce seuil qu'ils ne pourront jamais atteindre. Oui. Donc, c'est ça, la perfection n'existe pas. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas quelque chose. Donc, on fait tous le mieux qu'on sait avec les moyens qu'on a. Avec les internes, ressources, externes. les capacités dont on dispose. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de se auto-flageller avec quelque chose qu'on a fait il y a 5 ans. On ne savait pas. On a fait du mieux qu'on pouvait. Donc voilà, c'est ça, c'est d'accepter ça, accepter qu'on ne peut pas être parfait, que c'est un apprentissage. Moi, je dis souvent que la parentalité, c'est le meilleur cours de développement personnel qu'on peut faire. C'est vrai. Parce qu'on apprend l'école de la vie. Voilà, exactement. Parce qu'on apprend à se connaître aussi avec son enfant, à se connaître en tant que parent. Et puis ça, voilà, pour le couple, déjà un bébé qui pleure, déjà avoir un bébé tout court, le couple, il doit apprendre à se réapprendre à se connaître dans le rôle de parent, qui est un rôle qui n'existait pas avant, et même s'il y a déjà d'autres enfants, c'est le rôle d'un parent de 2 enfants, de 3 enfants, donc c'est un nouveau rôle. Donc le couple doit déjà composer avec ça, et en plus composer avec un bébé qui pleure. Donc voilà, on n'est pas parfait, personne ne l'est. Accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on va apprendre, c'est un chemin. C'est un apprentissage. Peut-être pour ces bébés intenses, accepter aussi que le bébé puisse pleurer sans que ça fasse de nous un mauvais parent. Par exemple, on disait tout à l'heure, si on doit le laisser 5 minutes pour juste sortir sur la terrasse, respirer 5 petites minutes pour reprendre notre calme, ça fera pas de nous un mauvais parent d'avoir laissé notre enfant en sécurité pendant 5 minutes pleurer. Parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, on sait que on dit bien, les bébés font pas de caprice, ils pleurent parce que c'est leur seul moyen de communication. C'est la seule manière pour eux de nous dire qu'ils ont faim, qu'ils ont un inconfort, qu'ils ont froid, qu'ils sont fatigués. Mais pour autant, un bébé intense qui pleure beaucoup sans qu'on arrive à le calmer, c'est pas un enfant qui vous dit que vous êtes une mauvaise maman, mauvais papa ou un mauvais parent globalement. Mais c'est aussi d'accepter cette imperfection
à ce niveau-là aussi. Oui, c'est ça. Et puis de se permettre, c'est ça, de se permettre de se dire, bah maintenant, j'en peux plus, je le laisse en sécurité et je vais prendre 5 minutes pour moi. C'est ça. Et puis, il faut pas qu'on oublie, parce que ça aussi, pareil, les mamans qui culpabilisent énormément de prendre du temps pour elles. Moi, j'ai eu des mamans qui avaient l'opportunité de laisser l'enfant un peu plus longtemps à la crèche certains jours pour prendre du temps pour elles. Puis elles culpabilisent énormément, elles n'arrivaient pas à le faire. Mais il faut pas oublier que prendre soin de nous, ça fait partie de prendre soin de nos enfants. Parce qu'après, on a une disponibilité émotionnelle qui est complètement différente de celle qu'on a si on ne prend pas soin de nous et puis qu'on est tout le temps face aux pleurs de notre bébé, aux exigences de notre bébé. Exigences, pas de façon péjorative, mais aux besoins de cet enfant intense qui prend déjà tellement des parents. Oui, et s'autoriser à prendre du temps pour soi. Pas que en tant que maman, mais en tant que femme aussi, ou pas. Enfin, même je pense aux papas aussi, qui peuvent parfois être très impliqués, notamment quand on a une maman qui souffre d'une dépression postpartum. On peut avoir un coparent, donc un papa ou une deuxième maman, peu importe, mais qui va essayer de compenser justement en prenant en charge l'enfant, en s'en occupant davantage, et qui va s'oublier aussi dans ce mélange. Et c'est vrai que prendre du temps pour soi en tant que parent, en tant que couple aussi, c'est essentiel pour prévenir le risque d'épuisement parental. Et l'autre chose, c'est de se tourner vers les professionnels de santé, tout ce qui va être médecin, pédiatre, infirmière, donc en pratique avancée, spécialisée en pédiatrie, ou en France, on va parler d'infirmière puéricultrice aussi parfois, tout ce qui peut être accompagnante en périnatalité. Et puis les psychologues, quand on sent vraiment qu'on perd cette faculté de gérer nos émotions, quand on sent qu'on est dépassé, on parlait tout à l'heure du cercle vicieux, gardez-le en tête pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent souffrir des pleurs du bébé, parce que ce n'est pas de votre faute, bien sûr, je l'ai bien dit, au niveau neurobiologique, ça s'explique par des changements au niveau des activations des aires cérébrales, c'est pas de votre faute, mais vous pouvez quand même agir dessus en travaillant sur vos appréhensions, sur vos émotions, pour co-réguler l'enfant, mais pour aussi briser ce cercle vicieux et réinstaurer un cercle vertueux. Ça peut être aussi faire appel à la PMI aujourd'hui, qui peut se déplacer dans les maisons, qui peut venir voir les parents. Enfin voilà, il y a plein de ressources. Enfin, je parlais tout à l'heure aussi de Allo Parents Bébé, qui du coup peut aussi vous permettre de débriefer par téléphone. Alors je remettrai toutes les modalités de fonctionnement de ça en commentaire, mais il y a pas mal de ressources. Est-ce que vous avez d'autres ressources à partager aux parents? Bon, moi, j'ai une page Instagram, donc j'ai une page en portugais, une page en français, où je partage pas mal de choses à ce sujet. Après, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est vraiment, n'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est pas une faiblesse, au contraire. Demandez de l'aide pour... Ne restez pas seul. Voilà, ne restez pas seul. Pour mieux comprendre votre enfant, demandez de l'aide pour vous. Moi, je travaille souvent en parallèle avec les psychologues. Donc, les psychologues qui travaillent avec la maman, moi qui travaille avec la famille pour l'équilibre familial et puis la gestion de ces difficultés avec l'enfant. Mais s'entourer d'un réseau. Exactement. Mais c'est vraiment, vraiment important de pouvoir demander de l'aide quand les parents sentent que les choses commencent un peu à dérailler. Oui, demander de l'aide pour soi, pour le bébé, pour le couple, pour les parents. Et aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais ne pas hésiter à déléguer quand vraiment on sature. Ne pas hésiter à déléguer aux coparents, ne pas hésiter à déléguer à la famille, aux amis. Oui, parfois on peut se sentir coupable, mais ça ne fait pas de vous un coupable. On peut avoir de la culpabilité sans être coupable. Et aujourd'hui, la culpabilité, elle ronge beaucoup de parents. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes responsable ou coupable de quelque chose. Demandez à un ami de vous garder le bébé pendant 1 heure, juste le temps que vous preniez une longue douche, ou que vous alliez marcher 1 heure au frais. Ça fera pas de vous un mauvais parent. Vous abandonnez pas votre enfant. Vous revenez, et peut-être au contraire, vous revenez plus disponible, plus disposé à prendre le temps pour lui. Et donc, le temps sera plus qualitatif aussi. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup aussi cette notion de quantité, de qualité. C'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps avec notre enfant que c'est forcément de la qualité. Donc, si les parents, ils acceptent de prendre soin d'eux sans culpabiliser, après, le temps de qualité avec l'enfant, ça se voit aussi, la différence. Oui, et l'enfant le ressent et le rend aussi. Voilà, exactement.
J'ai une question phare dans le podcast, Katia. Si en tant que maman ou en tant qu'infirmière spécialisée en pédiatrie, vous pouviez nous partager une page d'un journal intime ou de vos expériences de vie, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous nous lireriez? Qu'est-ce que vous nous diriez? Je pense que je vous lirai probablement cette phase qui a été très difficile de ma vie à la naissance de mon 5e enfant. Oui. Parce que je me suis vraiment sentie seule. Parce que voilà, j'avais essayé de demander de l'aide et puis voilà, je me suis retrouvée face à des professionnels qui me disaient mais voilà, on peut rien faire, il y a des bébés qui sont comme ça et puis l'impuissance voilà, qui renforce l'impuissance. Et puis que d'ailleurs c'est ça qu'après m'a fait dire non mais c'est pas possible qu'on ne puisse rien faire et puis qu'on me laisse comme ça face à un bébé qui pleure sans que je sache pourquoi, et que c'est ça voilà qui m'a poussée à vraiment à commencer à étudier, à faire des recherches, à essayer de comprendre ces bébés. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs familles dans la même situation où je m'étais retrouvée. Il y en a beaucoup. Donc, et vous avez eu les ressources d'aller chercher ces informations. Oui. Mais on peut imaginer une personne qui n'a pas ces ressources-là ou qui n'a pas l'énergie, la motivation ou l'envie. Ça peut être extrêmement violent de se retrouver face à des professionnels de santé qui nous disent c'est comme ça. Et puis, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'explication. Faites du mieux que vous pouvez et puis on vous abandonne avec ça. Oui, exactement. Et puis, on a même un qui m'a dit quand vous n'êtes pas un cas social, je ne peux rien faire pour vous. Oh, donc ça m'a énormément blessée. Je me suis dit, mais... Et voilà, c'est violent, c'est des phrases qui touchent, qui marquent. Ouais. Puis en gros, c'était un peu... je comprends pas pourquoi vous avez besoin d'aide, tout va bien dans votre vie, quoi. Ok. Ouais, donc en plus, après vous sortez, vous avez aucune clé, aucun outil, ça renforce vraiment ce sentiment d'impuissance. Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous a aidé donc à garder cet équilibre ou à rebondir? Est-ce que c'est ces recherches que vous avez faites ou... Oui, c'est bon, déjà, voilà, j'ai une relation de couple qui est très très solide, donc ça m'a permis aussi de tenir, parce que voilà, c'est mon mari qui a un peu pris le relais auprès des autres enfants, en sachant que voilà, on est isolés ici, on n'a aucune famille, donc c'est nous deux. Donc déjà ça, le fait qu'il soit très présent, et puis je pense que le fait que j'ai besoin vraiment, ce besoin naturel de comprendre les choses. Donc, je ne comprenais pas comment c'était possible qu'un bébé puisse pleurer comme ça sans qu'on puisse rien faire. Et sans qu'il y ait d'explication. Et sans qu'il y ait une explication à ça. Donc, c'est ça qui m'a vraiment poussée à... Et puis le désespoir. C'était vraiment désespérant. Oui. Je me souviens, je passais mes nuits avec mon bébé dans le porte-bébé, en train de marcher d'un côté à l'autre de la maison, avec, en train de faire mes recherches, de me dire mais pourquoi c'est comme ça? Oui. Non, mais ça peut être vraiment délétère pour la santé physique, mais surtout aussi pour la santé mentale. C'est pour ça qu'on insiste, ne restez pas seul, contactez vos proches, vos amis, exactement. Quand vraiment c'est nécessaire pour vous, mais surtout contactez aussi des professionnels de santé et autorisez-vous 1 heure de consultation chez un psychologue quand vraiment c'est trop. Autorisez-vous aussi des consultations auprès de professionnels comme vous, en infirmiers, en libéral, etc., qui vont être dans l'accompagnement des parents, des bébés, pour avoir des explications, pour comprendre, pour vous sentir aussi validé. Et ça, c'est vraiment important, ne restez pas seul. Non. Et puis, il y a aussi la question des attentes, parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je me disais, c'est mon 5e enfant, c'est bon, je gère, voilà. Donc, j'avais vraiment des attentes qui étaient irréalistes par rapport au bébé que j'allais avoir. Oui. Et je pense que la plupart des jeunes parents, ils ont aussi des attentes qui sont irréalistes par rapport à ce que c'est avoir un bébé. Quand on regarde dans les pubs de couches, par exemple, on dirait que le moment de changement de couche, c'est quelque chose de merveilleux, magnifique, le bébé sourit, en lien. Et pas du tout. La plupart du temps, c'est juste catastrophique de changer une couche à un nouveau-né parce qu'il a froid, parce qu'il pleure, parce que... Donc c'est vrai que socialement, il y a toute cette construction qui nous fait créer des attentes qui sont pas vraiment réalistes par rapport à ce qu'on doit attendre d'un nouveau-né. Et puis des informations aussi qui sont données en excès. Alors tant mieux parce que ça informe. Des fois, ça a du positif d'avoir accès grâce aux réseaux sociaux, par exemple, à des informations sur la parentalité, mais qui peuvent aussi créer de la confusion. Vous le disiez, un bébé qui pleure, c'est un bébé qui communique, mais un bébé qui pleure tout le temps, il y a autre chose. Et parfois, les parents vont se dire, je lui ai peut-être pas donné assez à manger, donc ils vont redonner à manger. Ah ben non, ça fonctionne pas, je l'ai peut-être pas assez porté aujourd'hui, donc je vais...
En fait, les informations, parfois... tue l'information aussi parce qu'on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus si c'est normal, pas normal, si c'est de notre faute, si c'est pas de notre faute. Enfin, je pense que retrouver de l'information qui est triée, qui est documentée scientifiquement par les nouvelles études, par ce qui sort auprès de professionnels, ça peut aussi permettre de faire le tri et de se retrouver dans toutes ces informations sur qu'est-ce que je dois prendre et qu'est-ce qui m'est utile aussi à ce moment-là dans la parentalité. Exactement, parce que voilà, c'est vrai, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit un peu de tout et puis parfois des choses qui n'ont pas de... tout et son contraire. Voilà, et puis ça crée aussi de l'interprétation. C'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais l'éducation positive qui se transforme en éducation permissive. Oui, c'est ça. Où aujourd'hui, on confond Montessori avec je dis oui à tout et je pose aucun cadre. Ça, c'est de la désinformation. C'est qu'il y a eu tellement d'informations données sur les réseaux, sur tout, qu'aujourd'hui, les gens disent non, mais il fait ce qu'il veut et s'il veut pas dire bonjour, il dit pas bonjour. Enfin, sans parler de faire la bise, mais juste... Et en fait, on se perd où les gens interprètent, surinterprètent, et on en arrive à un mésusage de tout ce qui a été à la base documenté scientifiquement. Et ça, c'est aujourd'hui, complexe. On a un peu l'idée que l'enfant ne peut pas être frustré. Oui. Et pas du tout, en fait. Il faut que l'enfant soit confronté à la frustration. D'où la Winnicott qui disait être une mère suffisamment bonne, parce qu'une mère parfaite ne confronterait jamais son enfant à la frustration, et ça, c'est pas bien pour l'enfant. Il faut qu'il apprenne, parce que la gestion des émotions, ça s'apprend aussi par là. Par la frustration, c'est pas quand on aura 30 ans qu'on va apprendre à gérer la frustration. C'est depuis qu'on est petit. Donc oui, on a le droit de frustrer son enfant, tout en étant bienveillant. C'est pas deux choses contradictoires, en fait. Oui, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en parlais pas plus tard que la semaine dernière avec des agents, des directrices de crèche, hier avec une nourrice qui en souffre aussi. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un parent qui éduque l'enfant de la même manière. Bon, ça, pourquoi pas. Mais ça arrive à des dérives, des enfants qui n'ont pas été frustrés à la maison, qui arrivent chez la nounou, qui sont, compliqué à gérer dans une communauté d'autres enfants. Et ça, je pense que c'est aussi une des dérives des réseaux sociaux et d'avoir trop d'informations, c'est qu'on s'y perd. Donc quand c'est comme ça, consultez un professionnel, que ce soit les psychologues ou les infirmiers ou même des fois les pédiatres qui peuvent être formés à ça, pour refaire le tri dans toutes ces informations. Parce que l'interprétation d'une donnée qu'on nous a balancée comme ça une seconde sur Instagram ou TikTok, c'est pas forcément Et puis j'ai utile. quand même envie de dire, vérifiez un peu vos sources, entre guillemets. C'est qui cette personne qui parle de comportement de l'enfant, parentalité, de santé mentale? C'est qui? C'est une psychologue? C'est un curieux qui a décidé de lire et puis parce qu'il ne faut pas qu'on oublie des situations qui existent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a quelques années, comment elle s'appelait Ruby quelque chose, c'est une influenceuse américaine de parentalité qui avait des millions de followers sur YouTube, et qu'il y a quelques années, en fait, un de ses enfants a réussi à s'échapper et il était malnutri, maltraité, et puis c'était une dame qui parlait de parentalité. Donc aujourd'hui, elle est en prison. Ses enfants, forcément, elle lui parle plus. Donc c'était toute une histoire. Il y a le documentaire sur, je sais plus si c'est Disney ou... Mais voilà, il y a tout un documentaire qui a été fait avec les témoignages des enfants, du mari, de comment elle en est arrivée là. Mais ça pour dire attention. Puis encore une fois, la perfection qu'on voit, parce que là aussi, dans son cas, tout était parfait, elle avait une vie parfaite. Mais ses enfants étaient maltraités. Donc, et puis on peut dire oui, il faut pas laisser son enfant pleurer sans pour autant connaître un enfant qui pleure beaucoup, comme on disait, et qui peut amener à des comportements impulsifs, où là, on peut effectivement accepter que son enfant va pleurer 5 minutes tout seul. Mais enfin, voilà, il y a aussi ça, il y a des cas particuliers. Le bon sens aussi. Moi, j'ai envie de dire, utilisons le bon sens, parce qu'on a l'impression que ça se perd un peu et l'instinct aussi, l'intuition. L'intuition, vraiment. Si on sent que c'est quelque chose qui est pas ok pour le bébé et pour soi, ne le faites pas. Si à l'inverse vous sentez que c'est bon là de le poser et juste de rester à côté et de pas le porter, faites-le en fait. Écoutez-vous et déculpabilisez-vous. Et pour ça, n'hésitez pas à vous entourer. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Oui, tout à fait.
Merci Katia. Merci à vous. Toutes ces clés que vous nous donnez, que vous nous apportez, ces éclairages aussi. J'ai appris des choses. Je suis ravie de ça. Ça me fait vraiment plaisir. C'est très intéressant. Merci. Et puis, comme vous l'avez dit, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Donc, il y a 2 comptes, un en portugais, un en français. Oui. Donc, bien sûr, je mettrai les références sous le compte, mais c'est Family Sense, je crois, sur le français. Oui. Le français. Oui. Bon, je remettrai toutes les références dessous. Et vous avez aussi écrit un livre, mais qui est en portugais, comme vous le disiez au début. Donc, je ne sais pas si on a des auditeurs portugais ou pas, ou qui parlent le portugais, mais sinon, vous pouvez vous renseigner. Mais je vous laisserai aussi mon site internet, au cas où, si les parents sont curieux d'aller voir un peu ce que je fais, comment je travaille avec les parents, Absolument. etc. Ou s'ils veulent même vous consulter, pourquoi pas. Et en tout cas, elle est très sérieuse, Katia. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma page Romane en parle et à la page de Katia, Family Sense pour la version française. Et puis, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.